Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle, oui, toujours une nouvelle. Vous avez peut-être remarqué la précédente vidéo que j'avais fait un petit peu sur le pouce à l'intérieur de mon véhicule, sur Omar Sy, explose le nombre de vues. C'est l'occasion pour moi de vous poser cette question, de nous poser cette question, est-ce la fin de YouTube ? Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre le fait que YouTube peut-être c'est la fin et le fait que j'ai une vidéo qui tout d'un coup a fait presque 1000 vues en l'espace de 24-48 heures? Eh bien tout simplement parce que l'année dernière, en fin d'année, il s'est passé certains phénomènes dans le milieu de YouTube, dans les milieux de YouTubeurs, qui est annonciateur de quelque chose qui va certainement dans l'année 2023 amener certains chamboulements, amener certains changements de dogme sur l'usage, et plus particulièrement l'usage lucratif de YouTube. Pour commencer, je vais prendre mon exemple. Cette chaîne a très peu d'abonnés, très peu d'abonnés, comparativement à ce que la moyenne en général, il y a d'intérêt d'être sur YouTube. Ce qui fait que ce nombre d'abonnés ne me permet pas de monétiser cette chaîne. Qui plus est, les vidéos, comme je vous l'ai dit, celle-ci va peut-être atteindre les 1000 vues sur la globalité de ce que l'on pourrait considérer comme étant une chaîne porteuse, c'est peanuts, c'est ridicule, c'est insignifiant. Une de mes vidéos, que je vous mets le tableau ici, récapitulatif, la vidéo qu'elle fait le plus de vues sur cette chaîne, c'est une vidéo, je crois, que j'avais fait sur le scandale, ou tout du moins la tentative de scandale sur François Asselineau. Mais d'une manière générale, sur cette année, on peut constater que vous voyez sur ce graphique, j'ai une moyenne de vues qui reste relativement constante. C'est-à-dire que ça oscille entre les 100, 50, 100, 150, 200 vues. Voire 300 vues pour les meilleures vidéos, les meilleures vues que je puisse avoir sur cette chaîne. Et de temps en temps, il y a une vidéo qui évidemment réussit à être captée par les algorithmes de YouTube. Alors, les algorithmes de YouTube, c'est quoi ? C'est tout simplement le hashtag. Ces fameux hashtags qui permettent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur n'importe quel réseau social, de pouvoir donner plus de visibilité à votre post, à votre photo, à votre vidéo, etc. Pour bien comprendre, revenons à l'origine. YouTube a été créé, je crois, en 2005. J'ai créé ma première chaîne sur YouTube en peut-être 2006 ou 2007. C'était à l'époque un moyen pour moi de partager des vidéos avec des amis qui habitaient loin, ou parfois pour le cadre professionnel, de permettre de faire quelques vidéos, quelques bandes annonces pour des événementiels, etc. Et à l'époque, c'était possible de le faire parce qu'il n'y avait pas toutes les sécurités qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, vous pouviez utiliser une musique, vous pouviez utiliser des extraits de vidéos, des extraits de films, des extraits de télévision. Petit à petit, évidemment, l'explosion de YouTube a fait que YouTube, à un moment donné, a finalement été racheté par Google, alias Alphabet. Google, très rapidement, a dit « il y a du fric à se faire, donc on va mettre de la publicité ». Et la publicité, très rapidement, a explosé. Mais attention, de la publicité sur des contenus, ça pose un problème. C'est-à-dire que YouTube utilisait les contenus originaux, même si vous utilisez des musiques, des extraits, etc., mais c'est quand même le particulier qui alimentait YouTube avec des vidéos. Et YouTube se faisait de l'argent en faisant de la publicité sur ces vidéos. Donc, évidemment, très rapidement, sur le plan juridique, YouTube devait rétribuer une partie des recettes de la publicité à ceux qui font les contenus YouTube. C'est ce qu'on appelle plus vulgairement la monétisation. Sauf que la monétisation, évidemment, on ne va pas monétiser tout le monde. Donc il y a eu, à un moment donné, des critères. Et je crois que les critères, pour avoir le droit d'être monétisé, c'est, je crois, à partir de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés et une moyenne de vues de vos vidéos. À partir de là, YouTube rétribue une somme d'argent sur les publicités que YouTube met devant votre vidéo, mais en tant que youtubeur, vous avez la possibilité aussi d'intégrer des
instants, ou ce qu'on appelle des espaces de publicité sur vos propres vidéos. Alors vous pouvez en mettre 1, 2, 3 et 4, etc. Et puis la monétisation, eh bien la monétisation, elle dépendait du nombre de vues que vous faisiez sur vos vidéos. Alors ça, c'était à la base. Sauf que, à un moment donné, YouTube s'est dit, on va pas larguer comme ça de l'argent, il faut qu'on rajoute des critères. Et ces critères, qu'est-ce que ça a été? Ça a été tout simplement garantir une monétisation sur une base de publicité en démarrage de vidéo, et après, les publicités qui sont intégrées dans les vidéos, je rappelle, placées par le propriétaire du contenu, en l'occurrence le youtubeur, eh bien la monétisation, elle sera variable suivant le nombre de vues de ces publicités. Alors là, ça commençait un petit peu à poser problème. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, Nota Bene a fait une vidéo là-dessus pour expliquer qu'il y avait des petits problèmes. Il expliquait que lui-même, pour ses propres vidéos, il y a un moment donné où, si on veut être attractif, si on veut que la personne qui clique sur votre vidéo reste jusqu'à la fin, il faut éviter de mettre 2 tonnes de publicité. Donc lui, par principe, mettait au moins 2 publicités, c'est-à-dire qu'il mettait, s'il avait une vidéo de 30 minutes, eh bien il mettait une publicité à 10 minutes et puis une publicité à 20 minutes. Ça faisait 2 publicités, c'est gérable. Sauf que, il n'y a pas très longtemps, il a fait une vidéo en expliquant qu'il s'était rendu compte que sur certaines de ses vidéos, il se retrouvait avec 4, 5 publicités. Alors il n'a pas trop expliqué, je crois, s'il a été rémunéré pour ces publicités. Mais le problème, c'est que ces 5 publicités dont il n'avait pas été l'auteur, c'est-à-dire celui qui a mis, c'est en fait YouTube, qui a placé plus de publicité que ce que lui-même avait placé en tant que propriétaire du contenu, il s'est rendu compte que tout d'un coup la vidéo, le démarrage de vidéo, c'est-à-dire le démarrage du nombre de vues des vidéos, se pétait la gueule. Et c'est là qu'on en vient en 2022, c'est que avec ces nouvelles procédures, avec ces nouveaux algorithmes, eh bien, énormément de youtubeurs se sont rendus compte que là où en moyenne, sur un certain nombre de vidéos, ils arrivaient à faire sur 24 heures ou 48 heures une moyenne de vues qui permettait en effet de générer de la monétisation convenable, et bien sur certaines vidéos, tout d'un coup, le nombre de vues s'effondrait. Il s'effondrait pourquoi? Tout simplement parce que du fait d'utiliser justement ces hashtags, du fait d'utiliser les thématiques, du fait d'utiliser un titre, eh bien votre vidéo pouvait être sélectionnée par des algorithmes pour une mise en avant. C'est-à-dire que quand vous allez sur YouTube, vous avez une page où on vous propose différentes vidéos. Ces vidéos, elles ne sont pas anodines, elles ne sont pas prises au hasard, elles sont prises selon ce que vous aimez regarder, ce que vous avez pu consulter sur Google, ce que vous avez pu regarder sur Facebook ou Instagram. Donc ces vidéos, tout d'un coup, s'adaptent par rapport à ce que vous avez l'habitude de consommer sur YouTube. Et à partir du moment où ils déterminent ce que vous avez l'habitude de consommer, eh bien ils vont aller piocher, les algorithmes, des vidéos qui pourraient potentiellement vous plaire, vous intéresser. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé avec ma vidéo sur Omarcy. C'est que la polémique a fait de l'information. L'information fait l'événement. L'événement, évidemment, les algorithmes sont obligés de se mettre dessus et de mettre en avant les vidéos qui abordent la polémique. Et par conséquent, ma vidéo a été certainement prise pour être mise en avant sur l'ensemble des vidéos qui traitaient de cette polémique d'Omarcy. Ce qui fait que tout d'un coup, je me suis retrouvé en 48 heures avec un nombre de vues comme j'en ai jamais vu aussi rapidement sur cette chaîne. Je vous rassure, le nombre de vues là, c'est complètement tassé. Pourquoi? Parce que le problème, et c'est là que les youtubeurs professionnels, les youtubeurs qui vivent de YouTube, c'est que à partir du moment où vous publiez une vidéo, à partir du moment où elle est mise en avant, à partir du moment où les gens cliquent dessus, eh bien il y a d'autres algorithmes qui, eux, au bout d'un certain temps, vont calculer le taux d'impact. Alors qu'est-ce que c'est que le taux d'impact? Le taux d'impact, c'est tout simplement, au moment où vous cliquez sur une vidéo, vous regardez 30 secondes, 1 minute 20. Et puis au bout d'un moment, peut-être que la vidéo, vous dites, oh, ça m'intéresse pas. Et vous partez.
eh bien ma vidéo sur Omarcy, c'est exactement ce qu'elle a connu. C'est-à-dire que sur les 1000 vues, je n'ai plus que 10% des 1000 vues qui sont restées au-delà des 3 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, en fait, je n'avais plus que 90 personnes qui ont regardé la vidéo au-delà des 3 minutes. Et sur les 90 personnes qui ont regardé la vidéo, peut-être qu'au bout de la moitié de la vidéo, il y en a la moitié qui sont partis. Si bien qu'au final, les gens qui ont vu la vidéo de A jusqu'à Z, il y en a peut-être quoi, une vingtaine ou une trentaine à tout casser. Sauf que le problème, c'est que si avant la monétisation fonctionnait au nombre de vues, aujourd'hui YouTube a resserré les taux, c'est-à-dire que finalement, et c'est ce que Nota Bene expliquait, c'est que si en effet vous faites 1000 vues sur une vidéo, si les 1000 viewers, si les 1000 personnes qui regardent votre vidéo quittent la vidéo au bout de 5 minutes, si vous avez mis une publicité à 6 minutes, eh bien votre publicité sera ridiculement rémunérée parce que les 1000 qui ont commencé à regarder votre vidéo, eh bien il n'en reste plus que 100 lorsqu'ils arrivent aux 6 minutes au moment de la publicité. Et donc la monétisation de votre publicité ne sera pas faite sur les 1000 vues totales de la vidéo, mais sur les 100 vues qui ont passé le cap de la publicité. Donc évidemment, vous comprenez que tout d'un coup, il y a certains youtubeurs qui se sont rendus compte qu'ils gagnaient beaucoup moins d'argent qu'avant. D'où la raison pour laquelle, en dehors des problèmes techniques qui ont évolué avec YouTube, c'est-à-dire le problème des copyrights, des ayants droit, pour la petite anecdote, vous avez pu voir sur la présentation, j'ai mis le petit lien sur ma d'autres chaîne de cinéma qui s'appelle Film du Grenier. Quand j'ai créé cette chaîne, c'était en 2016, ça passait encore. C'est-à-dire que je présentais des films selon des thématiques, 3 films, etc. Pour donner un petit peu de mouvement dans l'image, j'intégrais le film annonce sur le côté, sans le son. Alors au début, ça passait bien, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai fait une saison comme ça, avec plusieurs films, plusieurs thématiques, etc. Alors, si jamais vous regardez, vous excuserez l'amateurisme de la présentation, etc. Parce que je faisais ça vraiment avec 3 bouts de ficelle. Et au bout d'un moment, j'ai mis en stand-by un peu cette chaîne pour voir comment elle fonctionnait, etc. Bon, la chaîne n'a quasiment pas démarré. Je me suis dit, on va persévérer, on va faire une seconde saison. Sauf qu'au moment où j'ai fait la seconde saison, c'est là que je suis tombé en plein dans les durcissements des règles d'utilisation de YouTube. C'est-à-dire que quasiment toutes les vidéos, il y avait du strike, il y avait des problèmes de copyright, etc. Donc, il y a un moment donné, vous dites, si je fais cette chaîne, c'est pour essayer de la faire développer, de la faire fonctionner, et qui plus est peut-être à terme, une fois qu'elle atteint le nombre d'abonnés, le nombre de vues, être monétisée et gagner un peu d'argent avec. Sauf que là, non, c'est pas possible. Ça peut pas fonctionner. Donc du coup, j'ai arrêté cette chaîne. Peut-être que je la reprendrai sous un autre format. Donc la chaîne est toujours là, il y a toujours les vidéos, j'ai pas supprimé. Mais ces phénomènes-là, imaginez ce que ça a eu comme impact sur les youtubeurs qui vivaient de la monétisation de YouTube. Eh bien, il y en a pas mal qui ont commencé un petit peu à broncher. Alors, certains ont fait évoluer leur chaîne, ils ont commencé à plus faire du contenu original, sans être obligés de reprendre des éléments, etc. Alors, je parle du cinéma, par exemple, vous avez beaucoup de youtubeurs qui, avant, mettaient les extraits, maintenant, ils n'en mettent plus. À la limite, à rigueur, ils mettent juste l'affiche, mais ils ne mettent plus d'extraits, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire striker leurs vidéos. Et d'autres qui, parfois, pour la qualité narrative de leurs vidéos, ne pouvaient pas se permettre de ne pas mettre des extraits, de mettre de la dynamique dans les vidéos, eh bien, sont allés chercher d'autres solutions pour se faire, gagner de l'argent. C'est d'un côté les sponsors, c'est-à-dire se faire sponsoriser leur programme, donc plus spécifiquement leurs vidéos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quasiment tous les youtubeurs, les gros youtubeurs français aujourd'hui, ont des sponsors, c'est-à-dire se font monétiser se font payer, de l'espace publicitaire dans leurs vidéos en dehors de ce que YouTube touchait. C'est-à-dire que, alors on va y aller, c'est VPN, c'est Rhino Shield, c'est Ghost VPN, qui sont souvent les plus récurrents qu'on voit chez les youtubeurs. Donc eux payent directement les youtubeurs pour ces programmes-là. YouTube ne touche pas un centime. Et les youtubeurs
continuent à être monétisés sur les publicités que YouTube met en tête de vidéos et de ce que les youtubeurs intègrent dans leur programme en nombre de publicités. Sauf que il est arrivé à un moment donné où, comme je vous l'ai expliqué, les algorithmes ont été perfectionnés. C'est-à-dire que la monétisation s'est affinée selon le nombre de vues en timing. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, si vous aviez 1000 personnes qui ont commencé à regarder votre vidéo, mais que sur les 1000, au bout de 2 minutes, il y en a la moitié qui dégage, eh bien la publicité que vous avez mis à 3 minutes ou à 4 minutes, eh bien ne sera monétisée que sur les 500 vues, et non pas sur les 1000 d'origine. Puisqu'évidemment, les personnes qui ont regardé la vidéo, il y en a la moitié qui n'ont pas été jusqu'à la publicité. Donc vous n'allez pas être monétisé sur 1000 vues, vous allez être monétisé sur 500 vues, etc., etc., etc. Donc évidemment, ça a commencé à faire un creux dans les revenus de ces gens-là, d'où la raison pour laquelle certains sont allés faire des sponsors avec les vidéos, tout simplement parce que même si leurs vidéos, même si leur réputation, même si leur célébrité leur garantissait au moins de faire des millions de vues, donc à partir du moment où ils font des millions de vues, même si la moitié des gens ne vont pas jusqu'à la moitié de la vidéo, ils gagneront suffisamment d'argent pour que ça soit rentable, ils ont commencé à aller sur du streaming. Donc c'est là que Twitch a véritablement explosé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que le renforcement même des algorithmes a commencé à provoquer quelques problèmes. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé avec Nota Bene. Mais on a un autre cas, celui de Cyprien. Cyprien est l'un des plus gros youtubeurs français. Et récemment, il a publié son deuxième court-métrage, je crois, alors que son premier court-métrage, lorsqu'il l'avait publié sur Internet, sur YouTube, très rapidement, il a atteint des niveaux de vues très très élevés, donc rendant relativement rentable sa vidéo. Sauf que là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que peut-être, il n'a pas sorti la vidéo au bon moment. Je crois qu'il l'a sorti le 24 décembre. Donc du coup, évidemment, sortir le 24 décembre, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas leur vie sur Internet. Donc peut-être. Mais le fait est, c'est que sur les premières 48 heures de sa vidéo, il n'a pas obtenu le nombre de vues qui aurait pu permettre à l'algorithme de maintenir la visibilité de sa vidéo. C'est-à-dire que je crois qu'il a dû faire presque 400 000 vues en l'espace de 24 heures. 400 000 vues en 24 heures pour une chaîne qui fait des millions de vues, l'algorithme de YouTube a estimé que cette vidéo, finalement, n'avait pas atteint ses objectifs et que du coup, la vidéo de Cyprien a été retirée de la visibilité. C'est-à-dire que s'il avait fait 1 500 000 vues en moins de 48 heures, sa vidéo aurait été proposée à des utilisateurs, mise en avant. Or là, sa vidéo, vu qu'elle n'avait pas atteint les 1 million de vues, eh bien finalement n'est pas rentrée dans les algorithmes des vidéos en visibilité et en promotion. Et du coup, alors, sa vidéo a réussi à faire des millions de vues, parce que sa communauté, je crois qu'il est, je ne sais plus à combien, je crois qu'il a 7 millions, je crois 7 millions d'abonnés ou quelque chose comme ça. Sauf que, trop tard, il a une perte à la fois de vues sur cette vidéo, et qui plus est perte de vues sur un laps de temps, et bien malheureusement, ça a une perte d'argent. Même si, encore une fois de plus loin, dans le temps, sa vidéo a fini par faire des millions, plus d'1 million de vues, je pense. Pas sûr, je revérifierai. Mais forcément, une vidéo dans le temps, la monétisation, elle est moins immédiate. Puisque l'intérêt de la monétisation, c'est justement que votre vidéo, elle soit le plus vue dans un très 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 court instant, dans un très 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 court timing. Donc, ça remet en question même le business de YouTube. YouTube, qui de plus en plus, par certaines influences, aussi par des conflits d'intérêts, par de l'idéologie, a commencé aussi à censurer, à fermer des chaînes de gens qui disaient des choses qu'il ne fallait pas dire. Que des chaînes ont été fermées parce que présentaient des arguments, des éléments de réflexion, etc., qui ne plaisaient pas
qui faisaient de la désinformation. Sauf que, là aujourd'hui, il faut savoir que les MAGA, donc Microsoft, Amazon, Google, Apple et Twitter, on peut le mettre aussi dedans, et justement Twitter, parce que c'est Twitter, les révélations qui ont été faites par les fichiers Twitter commencent à inquiéter tous ces groupes, y compris YouTube. Je rappelle, YouTube appartient à Google. Et Google, Amazon, Microsoft, aujourd'hui, sont impliqués dans les fichiers Twitter. Puisque dans les fichiers Twitter, il est bien révélé qu'il y a eu des réunions avec les principaux acteurs du web, organisées par le FBI pour expliquer à ces opérateurs, ben voilà, nous ce qu'on attend de vous, ça serait de faire ceci, d'être comme ceci, d'être comme cela, etc. Vous savez, c'est le principe de la suggestion. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ouvertement « vous devez », on dit « ça serait bien que ». Logique. Et donc, forcément, des révélations qui ont été faites et qui ont mis les projecteurs sur du factuel qui était encore un temps considéré comme étant des théories du complot. D'où la fameuse phrase d'ailleurs de Elon Musk qui disait qu'il y a beaucoup de théories du complot qui aujourd'hui s'avèrent être vraies. Twitter ne fait pas exception. Ça veut dire que ce qui s'est passé chez Twitter, eh bien c'est passé chez les autres. Forcément. Et donc, YouTube. Alors forcément, quand vous avez des chaînes où vous ne faites que du divertissement, bon, le problème, c'est que le divertissement, ça va qu'un temps, et il y a un moment donné où on a du mal à se renouveler. Voire même, on essaie de vouloir faire des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus organisées, beaucoup plus grandes. Sauf que ça perd un petit peu ce qui avait fait l'originalité, ce qui avait fait le succès de la base même de cette chaîne. Je peux prendre un exemple. Vous avez les fameux youtubeurs McFly et Carlito, qui au début, pendant quelques années, ont énormément grandi, ont énormément devenu populaires, et il est arrivé un moment donné où, évidemment, ce qu'ils gagnaient en argent, les ont obligés à changer le statut. Parce que je rappelle, quand vous êtes youtubeur, si vous voulez être organisé, vous pouvez vous déclarer comme indépendant, c'est-à-dire, je ne sais plus le terme exact, mais en gros, vous êtes quand même coincé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus de 70 000 € de chiffre avec votre activité. À partir de là, si vous dépassez les 70 000, vous êtes obligé de vous déclarer en société anonyme. Entrepreneur, voilà, entrepreneur indépendant. Si vous êtes entrepreneur indépendant, tant que vous ne dépassez pas les 70 000, ça va. C'est plus facile, vous gagnez plus. Si vous dépassez 70 000, bah là vous rentrez dans le cadre de la fiscalité d'entreprise, c'est-à-dire que là vous payez plus de charges, vous avez plus d'impôts, vous avez plus de taxes, etc. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle vous avez certaines chaînes de YouTube, tout d'un coup, la régularité, la fréquence de vidéos, tout d'un coup, ça fesse un peu, parce que justement, comme ils arrivent déjà à accéder, ils arrivent proche du plafond, ils ne veulent pas dépasser le plafond. Donc du coup, bah, ils font des vidéos de merde, qui font pas de vues, qui leur rapportent très très peu, etc. Mais voilà, pour eux, c'est une forme de stabilité. Mais dépasser les 70 000, bah, oui, McFly et Carlito, vu leur réputation, vu les fréquences, les nombres de vues qu'ils font, etc., bah, les 70 000, ils ont explosé. Donc, soit ils se font passer pour salariés d'une entreprise qui va gérer tout ça au nom de l'entreprise, sauf que le problème, eux, pendant un temps, ils étaient chez Immédiat, je crois, je ne sais plus la société pour laquelle ils étaient. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'évidemment, ils ne récoltaient pas le fruit total de ce qu'ils pourraient récolter, donc ils ont quitté cette société et ils ont monté leur propre société. Sauf qu'évidemment, montant sa propre société, bah, comme je vous l'ai dit, c'est plus cher, c'est plus coûteux. Donc là, il faut qu'ils fassent plus de vues, qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils en viennent à travailler avec des partenaires qui financent les vidéos. Donc ils ont des projets, des projets encore plus faramineux, encore plus gros, etc. Sauf que au niveau de l'audience, il y a un moment donné où ça s'érode. Ça s'érode parce que il y a un moment donné où c'est lent, c'est lourd, même limite c'est plus drôle.
En plus de ça, comme ils se sont lancés dans une activité musicale, ils ont fait des concerts, etc., donc ils ont eu beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Mais voilà, c'est des vidéos qui prennent beaucoup plus de temps, qui demandent beaucoup plus de logistique, etc. Donc il y a un moment donné où là vous êtes dans de l'entrepreneuriat, vous êtes dans le cadre d'entreprise. Et le cadre d'entreprise, comme je vous l'ai dit, ça coûte cher. Donc il faut des revenus. Il faut gagner de l'argent. Or, alors pour le cas de McFly et Carlito, pour l'instant ils se maintiennent, quoique sur le nombre de vues de leurs vidéos, ça commence un petit peu à se tasser dans le temps. Mais imaginez des youtubeurs qui vivaient essentiellement de leur activité YouTube et qui du jour au lendemain, tout d'un coup, bah oui, là vous changez complètement de statut, donc vous devez payer maintenant vos charges, vous devez payer l'assurance, vous devez payer la taxe professionnelle, vous devez... Hein, c'est-à-dire que pour 2000 euros net pour vous, vous devez payer 4000 euros de charges. Donc, évidemment, ça commence à faire mal. Donc, du coup, ce fameux plafond de verre, comme on l'appelle, il y en a certains qui commencent à l'atteindre, et malheureusement, ils se rendent compte qu'en le dépassant, ça ne fonctionne plus. D'autant plus qu'avec le renforcement des règles YouTube, des modes de fonctionnement et des algorithmes YouTube, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas parce que vous voyez une vidéo qui fait 1 million de vues que les 1 million de gens qui ont vu cette vidéo ont été jusqu'au bout de la vidéo. C'est-à-dire que dans la statistique, très rapidement, au bout de 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, hop, vous perdez la moitié du taux d'impact de votre vidéo. Donc c'est pour cette raison que vous avez des youtubeurs qui ont tout intérêt à mettre les vidéos en début, voire même de mettre leur partenariat en début de vidéo, parce que c'est en début de vidéo que c'est là que vous allez faire le plus de vues. Sauf que le problème, c'est que si vous faites une vidéo puis tout de suite vous attaquez avec le sponsor, eh bien en général le sponsor, ça fait reculer, ça fait rebuter énormément. Donc les gens, il y a eu des vidéos qui ont perdu justement de l'argent, qui ont perdu des vues, parce que les gens qui découvraient une vidéo, si au bout de 30 secondes, une minute, tout d'un coup, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, etc., au bout d'un moment, ça rebute. Et du coup, ces vidéastes se retrouvent avec un nombre de vues qui commence à stagner, mais qui stagne parce que c'est leur communauté. C'est-à-dire que c'est les abonnés. C'est 70%, 80% des abonnés qui, eux, vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Sauf qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de faire développer votre chiffre d'affaires pour vos activités, il y a un moment donné, si votre chiffre d'affaires commence à se tasser, à stagner, parce que YouTube a renforcé les règles, parce que la monétisation n'est pas aussi facile, parce que les partenaires, vous êtes obligé quand même de faire une pub de votre partenaire, parce que c'est quand même lui qui paye votre vidéo, mais que si vous la mettez au début, vous risquez de perdre des vues, donc vous êtes obligé de la mettre au milieu. Sauf que le partenaire, si vous la mettez au milieu, lui, il n'est pas trop content, parce qu'il sait comment fonctionne YouTube. Donc ça pose problème. Donc tout ça pour vous dire que peut-être cette année, peut-être que YouTube va commencer à rebuter pas mal de gens. Peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à quitter YouTube et arrêter le business sur YouTube. Ça commence déjà. Regardez le secteur des nomades. Ces gens qui vivent dans des camping-cars, dans des cars aménagés, etc. Ça a été pendant un temps très lucratif parce qu'il y avait une offre qui correspondait à la demande. Sauf qu'aujourd'hui, l'offre, elle a explosé. Pourquoi? Parce que malheureusement sur YouTube, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, même dans le domaine commercial, c'est à partir du moment où vous avez une offre qui crée de la demande et que cette demande peut encore accepter de l'offre, il y a un moment donné où l'offre elle va commencer à devenir trop importante. Et la preuve en est, c'est que vous regardez sur YouTube, même dans les francophones, vous avez une tonne de gens qui ont ouvert des chaînes de nomades. Et les chaînes de nomades, alors il y en a qui c'est intéressant parce qu'ils voyagent, ils vous font partager leurs voyages, leurs découvertes, etc. Il y en a d'autres, en fait, ils racontent leur vie.
Donc, bon, vous le suivez pendant quelques mois, c'est sympa, mais au bout d'un moment, ça devient redondant. Alors, pour ce qui me concerne, ça m'arrive de regarder les Vadrouilleurs Forever, ça m'arrive de regarder d'autres, la Coccinelle aussi, etc. Mais c'est pareil, on sent bien qu'il y a des moments, ils doivent se rendre compte qu'ils tombent dans une routine qui n'attire plus. Et que forcément, leurs vidéos, au bout d'un moment, alors leurs vidéos font un nombre de vues acceptable, hein, tout à fait dans ce qu'ils attendent, mais le problème, c'est qu'ils les font dans le temps. Ils ne les font plus à court terme. C'est pour ça que certains d'entre eux ont développé d'autres supports, ont développé Instagram, etc., pour essayer de teaser, pour essayer d'attirer des vues dès que la vidéo, elle sort. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, les notifications, on fait la promo, surtout la vidéo, elle sort dimanche à 10h, soyez là, soyez présents, etc., justement pour que les algorithmes fonctionnent, pour que les algorithmes, au bout d'un moment, sur les 24-48 heures, premières 48 heures, eh bien, l'algorithme conserve la vidéo dans la visibilité de l'offre YouTube. Sinon, vous êtes relayé au second plan. Donc quand vous n'êtes pas monétisé, à la rigueur, moi ça me dérange pas, de toute façon je continue à faire les vidéos, même si je fais 10, 20, 30 vues, ou 100 vues, ou 1000 vues, ou 10 000 vues, je pense pas que j'arriverai à faire 10 000 vues sur une vidéo et pouvoir prétendre à être monétisé, parce que de toute façon j'ai encore énormément de chemin à faire au niveau des abonnés. Mais ceci dit, je ne dépends pas de cette activité, heureusement, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de gens. Vous avez beaucoup de gens qui ont tout misé sur cette activité. Alors il suffit qu'à un moment donné, il soit passé de mode, et ben ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde parce qu'ils ont tellement investi sur cette activité-là, mais comme ils n'arrivent pas à se renouveler, et que le chiffre d'affaires stagne ou s'effondre, il y a un moment donné où il y a des gens qui ont commencé à trouver d'autres alternatives. Et c'est pour cette raison que Twitch, en l'espace d'1 an, a littéralement explosé. Parce que les gens qui avaient des chaînes, mais qui se faisaient striker leur chaîne pour des raisons X, eh bien, ont fini par en arriver au streaming. C'est-à-dire faire des lives. Twitch, à l'origine, c'est une chaîne pour des lives sur des jeux vidéo. Donc du coup, qui sait, peut-être un jour, peut-être que je ferai un live, j'ai un compte sur Twitch, mais plus pour Film du Grenier, mais j'ai pas le temps de faire de live. Je pourrais développer cette activité-là, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai d'autres activités à côté. Donc, ça demande du temps. Donc, à partir du moment où ça demande du temps, mais le problème, c'est qu'il faut que vous gagniez votre vie quand même. Il y en a certains qui ont encore un boulot à côté, où ils arrivent à gérer parce qu'ils ont des formats qui correspondent bien à leur activité professionnelle, ou voire même vie familiale, mais il y en a d'autres, c'est que ça. Ils ne vivent que de ça. Donc ça a été, si vous voulez, un marché, mais c'est un marché qui finalement est éphémère. Parce que tôt ou tard, YouTube va tellement vouloir être gourmand, parce que lui aussi, il a besoin de faire du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il le fait sur les vidéos qui sont publiées, sur les youtubeurs. Sauf si les youtubeurs commencent à stagner, si les youtubeurs, leur vue commence à stagner, le chiffre d'affaires de YouTube va aussi stagner. C'est pour ça que YouTube a lancé les shorts, les fameux shorts, les petites vidéos. J'en ai fait deux pour vous faire des annonces, etc. Mais ça reste des formats extrêmement courts. Vous pouvez rien faire avec ça, si ce n'est en effet amuser la galerie. Faire un gag, raconter une connerie ou montrer une connerie. Pour faire concurrence justement à tout ce qui est TikTok, Instagram, même si Instagram appartient à Facebook. Même Facebook a lancé dans ses pages Facebook cette option de faire des comment on appelle ça déjà, je ne sais plus, des fils, c'est ça, des fils ou les trucs comme ça. Mais c'est des formats très très courts. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez expliquer dans les formats très très courts? Alors Instagram, en effet, vous avez la possibilité de caler plusieurs vidéos d'affilée pour faire quelque chose d'un peu plus consistant, mais c'est illisible. Moi personnellement, suivre les vidéos comme ça, etc., il y a un moment donné où c'est chiant, c'est pas cohérent.
Alors c'est bien pour faire des conneries, je vous dis, amuser la galerie, diffuser ce qu'on appelle des fails, vous savez, ces vidéos où les gens se plantent, se cassent la figure, font des conneries, etc. Oui, le format court est très très bien. Mais quand il s'agit d'expliquer quelque chose, il y a un moment donné où non, c'est le genre de format qui ne correspond pas. Donc, pour l'instant, ce qui sauve YouTube, en effet, c'est qu'il n'y a pas une concurrence je dirais solide. Oui, certains d'entre vous vont me dire aussi, il y a Odyssey, il y a VK, il y a d'autres supports aussi, je me souviens plus du nom, où eux ils font de la vidéo haute qualité, etc. Mais le problème, c'est que c'est des sites qui ont encore, c'est des sites qui ont encore des problèmes techniques. Odyssey essaie de s'améliorer pour permettre de faire de la vidéo haute qualité, etc. Mais moi j'ai une chaîne sur Odyssey, mais c'est chiant parce que je suis obligé à chaque fois de reconvertir ma vidéo dans un format standard pour ensuite le télécharger. Enfin c'est pareil, ça prend du temps, c'est un peu chiant. Mais même si la chaîne je la garde en secours, on ne sait jamais. Si jamais un jour sur YouTube je dis quelque chose qu'il ne fallait pas dire, que je me fais striker et je me fais bloquer ma chaîne, au moins j'ai une chaîne de secours. Donc, est-ce que YouTube c'est le début de la fin? La question elle est posée. La question elle est posée parce qu'il y a un moment donné où tous ces gros YouTubeurs, déjà aujourd'hui, commencent à se reposer sur leur laurier pour certains d'entre eux, et d'autres essaient de développer leur chaîne, sauf que le problème c'est qu'au bout d'un moment ils perdent ce qui faisait leur qualité, ce qui faisait leur intérêt. Je vous ai donné l'exemple de McFly et Carlito. McFly et Carlito, au départ, c'était des vidéos sympas, ludiques, déconnantes, sur des principes relativement simples, etc. Maintenant, ils nous font des grosses productions. Mais il y a un moment donné où déjà ça va lasser, mais ça va lasser surtout la génération avec laquelle ils ont grandi. Parce que s'il y a 10 ans, ils ont créé leur chaîne et qui touchait un public adolescent de 16, 17, 18 ans, aujourd'hui, ce public, il a 28 ans, et peut-être intéressé par d'autres choses que les conneries de McFly et Carlito. Alors même s'ils ont réussi à conquérir du jeune public au fur et à mesure du temps, le problème c'est qu'eux-mêmes commencent à prendre de la bouteille, commencent à devenir des boomers, comme on les appelle, et sont remplacés petit à petit par d'autres qui ont d'autres concepts, voilà. Je ne vais pas en parler parce qu'il y en a certains qui sont très contestables et tout à fait dans la norme même de l'abrutissement de masse. Mais voilà, la roue tourne, en fait. Sauf que YouTube aujourd'hui, qui est leader, est-ce qu'ils veulent rester longtemps? Vous savez, avec l'informatique, je trouve que des sites comme YouTube, comme Facebook, comme TikTok même, Instagram, aujourd'hui je pense qu'ils ont plus qu'usé leur temps de vie. Souvenez-moi, moi j'ai connu MSN, j'ai connu Hotmail, j'ai connu MyFace, et aujourd'hui ces sites-là ont disparu. Et pourtant c'était les références à l'époque, avant l'arrivée de Facebook. Alors, même si Zuckerberg essaie de faire évoluer son truc avec Meta, le métaverse, le problème c'est que là, ça lui coûte un pognon dingue et ça marche pas. Ça marche pas, pourquoi? Parce que le matériel est hors de prix. Et que s'il veut faire fonctionner son remplacement de Facebook, il faut qu'il attire quand même un maximum de gens. Or, les ventes sont pas du tout à la hauteur. Et puis, sincèrement, je ne sais pas si vous avez testé ce truc-là, mais moi personnellement, au bout de 5 minutes, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, pourquoi? Parce que ça perturbe complètement mes sens. D'être dans un univers virtuel, moi personnellement, au bout d'un moment, alors peut-être que je suis sensible à mes sens, mais mes sens sont perturbés parce que je suis dans un univers virtuel, mais je n'ai pas les ressentis complets. Donc mon cerveau, ça arrive très souvent chez des gens, mon cerveau, lui, au bout d'un moment, il calcule plus. Il calcule plus parce qu'il a une information visuelle qui ne correspond pas aux autres sens. Quand vous avez froid, vous sentez le froid, donc c'est une information. Quand vous voyez
de la forte lumière, que vous sentez le chaud sur votre peau, etc. Toutes ces informations, votre cerveau, lui, il sait coordonner de choses, et vous donnez des informations qui vous disent, ah ben, oui, tu as de la lumière, etc. Ça veut dire que là, c'est une lumière chaude, donc c'est normal. Tu as eu un effet visuel et un effet tactile. Sauf que si dans un univers virtuel, vous mettez un soleil, mais que dans votre pièce, vous avez froid, il y a un moment donné où le cerveau, lui qui est calé sur certaines informations, il ne sait plus quoi penser. Puisqu'il n'y a pas les autres sens ne ressentent pas ce que visuellement vous regardez. Donc à un moment donné, vous avez une impression de nausée. Mais c'est normal, c'est physiologique. Alors il y a des gens chez qui ça passe parce qu'ils ne sont pas sensibles à ça. Mais la plupart des gens qui ont souvent d'ailleurs des activités physiques depuis très très tôt, etc., en général ne supportent pas l'univers virtuel. Au bout de quelques minutes, ils commencent à sentir qu'ils ne se sentent pas bien. Donc c'est un échec. C'est un échec pour Metaverse. C'est un échec pour Facebook. Et ça coûte un pognon dingue. Idem pour Twitter. Twitter, ça y est, voilà, Elon Musk a racheté Twitter pour sauver les actionnaires. Il ne va pas garder Twitter en l'état, il va le transformer, il va essayer d'en faire un outil de business ou un outil qui de toute façon va être sacrifiable dans le temps, c'est-à-dire qu'il va dire aux actionnaires, voilà, je vais essayer de développer Twitter, on va développer des trucs mercantiles, on va développer des petits pouces bleus ou des étoiles bleues, payer 5 €, 8 € par mois pour être visible, pour être mis en avant, etc. Il va développer des tas de trucs pour essayer de gagner de l'argent, et puis le jour où les actionnaires estimeront que leur action vaut un peu au maximum de sa valeur, Twitter va être liquidé. Ou Elon Musk va vendre Twitter à un tierce, etc., pour faire une plus-value, tout simplement. Donc attendez-vous à ce que tôt ou tard, Twitter ne soit plus le Twitter que vous ayez connu. Et que cette fameuse liberté d'expression que Elon Musk avait promis sur Twitter, finalement, finisse par disparaître aussi. Le problème, c'est qu'il y a en effet, Instagram pareil, puisqu'Instagram c'est Facebook. Bon, si Instagram et TikTok se font concurrence, il y aura un moment ou un autre, soit je pense que TikTok va certainement à un moment donné finir par écraser Instagram, parce qu'ils vont développer des outils commerciaux qui seront abordables, qui ne rendront pas ces réseaux sociaux inabordables au commun des mortels, puisque c'est le commun des mortels qui en est le plus l'usager. Et comme oui, je vous l'ai dit, vous le savez, il y a des alternatives, mais ces alternatives, évidemment, certaines n'ont pas le contrôle dessus. Je pense évidemment à Odyssée, quoique Odyssée, attention, si vous croyez qu'Odyssée est une plateforme autonome, je vais vous calmer tout de suite. Il faut savoir qu'Odyssée, il y a dans les coulisses Google. Donc c'est Google, plus ou moins. VK, c'est russe. Voilà. Donc, et vous avez d'autres plateformes qui émergent. Alors il y en a beaucoup, mais pareil, ce sont des plateformes qui ne sont pas mises en avant, qui sont difficiles d'accès, etc. Et que par conséquent, pour l'instant, oui, il reste leader, mais il reste leader parce que la grande majorité des utilisateurs ne sont pas invités, ne sont pas exposés, ne se voient pas promus d'autres outils alternatifs. Donc à partir de là, pour l'instant, est-ce que YouTube va continuer sur sa lignée? Ça m'étonnerait. Je pense que YouTube va continuer à essayer de trouver des moyens pour faire toujours plus d'argent et de restreindre toujours plus le champ narratif et la liberté d'expression sur YouTube, tout du moins en ce qui concerne ceux qui en sont monétisés, ceux qui en ont une activité lucrative. Donc à partir de là, j'ai envie de dire, nous allons suivre un peu les choses, comment ça va se dérouler, et nous restons entre nous, dans cette petite chaîne tout à fait intimiste, et advienne que pourra. Et d'ici là qu'on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.